Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision. Le Maroc cache une guerre depuis 2 mois aujourd'hui, jour pour jour, après avoir liquidé le cessez-le-feu de 1991. Une guerre gênante pour le royaume chérifien qui veut afficher une image d'un pays moderne et aspirant au développement et surtout pas celle d'un colonisateur expansionniste reniant le droit au peuple sahraoui de s'autodéterminer et dont il exploite illégalement les richesses naturelles de son territoire. Les combats se sont fortement intensifiés et la télévision algérienne en a diffusé cette semaine des images inédites. Le front Polisario évoque de lourdes pertes logistiques et même humaines côté marocain. En face, c'est le silence radio. Jusqu'où ira la logique de l'aliénation marocaine? On en parle ce soir avec notre invité dans Vision, qui est Mostafa Adib, ancien officier de l'armée de l'air marocaine. Il est aussi activiste politique au sein du collectif contre la dictature au Maroc. Bonsoir, monsieur Adib. Bonsoir madame et merci pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, comme je le disais, des images inédites ont été diffusées cette semaine par la télévision algérienne, des images filmées au cœur des combats et des échanges de tirs entre les deux parties, alors que le Maroc continue de nier totalement cet état de guerre qu'il ne nomme pas. Pour quelles raisons, selon vous? Comme vous l'avez bien qualifié, le royaume chérifien est un habitué de la tergiversation, est un habitué de l'improvisation. Donc, il gère les cas au cas par cas, au jour le jour et à la minute. Comme il a géré la première guerre avec le peuple sahraoui, les indépendantistes qui veulent avoir leur État, il a toujours Indépendantiste, utilisé c'est le la Maroc qui utilise politique. ce terme, hein, monsieur Adib. Alors, quand je dis indépendantiste, c'est pas du fait de, c'est pas séparatiste. C'est pas séparatiste. J'ai pas dit séparatiste. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas marocains qui voulaient se séparer du Maroc. Oui. C'est des gens qui cherchent leur indépendance d'un régime qui les colonise. Donc, c'est des indépendantistes. Oui, pour Donc, que tout soit clair. à mon sens, oui, vous avez raison de le signaler. Effectivement, c'est pas des séparatistes, c'est des indépendantistes parce qu'ils sont occupés. Donc, à mon sens, c'est le bon terme. Très bien. Le régime marocain, il a toujours utilisé ces méthodes-là de cacher la réalité des choses. La vérité, il a toujours caché le bon sens. La primordiale raison pour tout cela, c'est le fait que ce régime est illégitime. Quand on est illégitime, on recourt à des trucs illégitimes, illégaux. C'est clair. Ce régime est illégitime, donc il recourt à des méthodes illégales, interdites, que ce soit moralement ou par les textes de loi internationale. Donc il recourt à ce genre de manière pour faire taire aussi bien les Sahraouis indépendantistes qui veulent leur indépendance parce qu'ils sont occupés, ou les Marocains qui soutiennent les Sahraouis pour au moins s'autodéterminer. Parce que moi, si j'étais Sahraoui, j'aurais cherché l'indépendance. Je suis occupé par ce régime marocain, j'aurais voté pour créer un autre État, mon État, le Sahara occidental. Donc ça, c'est des pratiques, c'est des manières qui ne sont pas étranges à ce régime dictatorial installé au Maroc. Alors, le Front Polisario, il dit avoir ciblé de nombreuses positions marocaines au cours de la semaine écoulée, laissant en ruine certaines de leurs bases, les bases marocaines, avec des pertes en vies humaines et en matériel. On dit aussi que les soldats blessés, les soldats marocains, n'auraient pas la possibilité de voir leur famille, tant on ne veut pas communiquer sur les pertes essuyées côté marocain. Est-ce que vous avez des sources qui peuvent le confirmer? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu sur le front?
Alors, je suis malheureusement juste un petit peu au courant parce qu'il y a une omerta généralisée sur la situation au Maroc. Et s'il y a eu une avancée que le Maroc elle a réalisée depuis la Première Guerre jusqu'à cette guerre, cette Deuxième Guerre, parce que j'ai lu comme tout le monde ce que dit la presse aux ordres et aux bottes du régime marocain. Ils disent que le Maroc, depuis la Première Guerre, il a pu développer son armée, il a pu la moderniser, il a pu bien s'équiper, etc., pour faire croire aux Marocains qu'il va gagner cette fois-ci. Sauf qu'ils ne savent pas que l'armée de libération, l'armée du peuple sahraoui, elle aussi, elle a pu se développer en ce temps-là. Il a pu acquérir il a pu acquérir de nouvelles armes antiaériennes, de nouveaux outils d'artillerie, de nouvelles techniques d'approche, d'intrusion, etc. Donc, il ne faut pas voir cela de cet angle-là. Il faut le voir de l'angle où la seule chose où le Maroc a progressé, c'est dans l'omerta, c'est dans le fait de faire taire et de faire cacher la réalité de ce qui se passe au Sahara. C'est la seule chose. Dans la Première Guerre, on avait quand même droit à savoir combien on perdait d'hommes, combien on perdait de matériel, combien sont morts, combien sont arrêtés par le Front Polisario et emprisonnés en tant que prisonniers de guerre, sachant que le Front du Polisario, il n'est pas signataire des conventions de Genève. Il faut toujours le signaler. Le Maroc est un État signataire des conventions de Genève, donc il doit respecter les prisonniers militaires qu'il capture auprès du Front Polisario, alors que le Front Polisario, il n'est pas obligé de respecter les conventions de Genève. Donc ça, c'est des aspects sur lesquels on peut s'attarder longtemps et longuement. Le Maroc est un État signataire de ces conventions et il ne les respecte pas. Je suis témoin du fait que le régime marocain ne respecte pas ces conventions. Donc la seule chose où le Maroc il a pu progresser depuis la Première Guerre jusqu'à cette actuelle guerre, c'est le fait de dissimuler les informations, ne pas faire savoir à ce qu'il y a des blessés, des morts. Pour quelle raison cette Euh, politique de comme je l'ai dit, a-t-il évolué au Maroc? en fait, le régime marocain, il n'a jamais eu de stratégie précise ou de plan précis ou de plan à long terme. C'est toujours le jour le jour. Les situations elles changent d'un roi à un autre roi, d'un dictateur à un autre dictateur. Hassan II, il gérait la chose différemment. Mohamed VI et ses suppôts et ses camarades de classe, ils gèrent l'affaire différemment. Ils pensent selon eux, ils pensent qu'il faut cacher cela au peuple marocain parce que ça va nuire à la morale, ça va nuire au moral des troupes marocaines qui sont déjà dans une situation où le moral il est au-dessous de zéro, où la situation des anciens militaires laisse à désirer parce qu'ils sont tous dans les rues en train de mendier, des anciens militaires qui sont en train de mendier alors qu'on leur dit que vous vous êtes sacrifiés pour la patrie, pour l'unité de la patrie, pour la marocanité du Sahara, etc. Mais en fait, on les voit. L'État ou la nation ne reconnaît pas ce que eux ils appellent, entre guillemets, ils appellent leur sacrifice. Donc, du coup, ce régime, ce n'est pas une situation générale, bien étudiée, qui passe d'un roi à un roi ou d'un régime à un autre régime. C'est au cas par cas, c'est au jour le jour. Donc, ce régime, aujourd'hui, il ne veut pas que les pertes qui arrivent au niveau des vies humaines, malheureusement, dans les troupes marocaines ou dans le matériel, qui est d'ailleurs laisse à désirer parce qu'il n'a pas été rénové correctement, à part l'armée de l'air qui a pu acquérir certaines choses, mais l'armée de terre et les radars et tout le baratin qui va avec, ça n'a pas été correctement renouvelé et rénové. Du coup, le royaume du Maroc et le roi du Maroc, il ne veut pas casser le moral des troupes marocaines en leur disant la vérité. Et il ne veut surtout pas aussi casser le moral de la population marocaine, de ce que nous on appelle les Aïecha, ceux qui crient
qui crient tout le temps, vive le roi. Eh bien, il ne veut pas leur faire croire que ce roi Tolé, il est en train de perdre et en train de faire tuer des Marocains inutilement sur ce mur, euh, de la séparation. De la Ouais. honte. Alors, dès l'annonce de la reprise des combats entre Et de la le honte. Maroc et le Front Polisario à la mi-novembre, vous avez tout de suite parlé d'une armée de l'air en panique et la difficulté surtout du roi Mohamed VI d'organiser le redéploiement des militaires au niveau des différents points de ce mur qu'on appelle le mur, que les Sahraouis en tout cas appellent le mur de la honte. Pour quelle raison il y a eu cet état de panique? L'état de panique n'a pas touché uniquement l'armée de l'air, elle a plutôt touché les autres armées, l'armée de terre surtout, avec toutes ces armes blindées, artillerie, euh, cavalerie, l'ABC, l'arme blindée, cavalerie. Euh, il faut savoir que depuis 91 à aujourd'hui, il y a eu une nouvelle armée qui est aujourd'hui déployée en zone sud. C'est ce qu'ils appellent la zone sud. Donc j'utilise les termes de l'armée marocaine. En zone sud, tous ces militaires-là, ils n'ont pas connu la première guerre. Et ils n'ont jamais fait de guerre. La majorité, pas tous, mais la majorité, c'est des jeunes militaires qui sont nés après la Deuxième Guerre et qui aujourd'hui, ils ont 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans et qui sont déployés là-bas et qui n'ont aucune expérience du terrain et qui n'ont même pas vu ou lu ou entendu les anciens militaires, qu'est-ce qu'ils ont enduré dans ce mur de la honte là-bas. Donc aujourd'hui, ces militaires-là, ils ne savent pas gérer la guerre. Il faut le dire, parce que ce n'est pas une guerre étatique contre État et un État. C'est une guerre contre, et tout l'honneur est pour l'armée du Sahara, de la République du Sahara occidental. C'est une guerre envers une guérilla, envers des guerrieros. Donc du coup, ces jeunes militaires qui sont déployés sur le mur marocain, je le dis et j'assume la responsabilité, ils ne sont pas entraînés à ce genre de combat, ils ne sont pas entraînés à mener ce genre de guerre, aussi bien offensive qu'en défensive. C'est des jeunes qui, à la première crise, ils vont lâcher. Donc, même leurs chefs, Est-ce que ils vous ont eu pensez que beaucoup le de Maroc problèmes à déployer les militaires. Est-ce que vous pensez que le Maroc, finalement, ne s'était jamais réellement préparé au retour des combats, tant il était sûr en fait, que les choses étaient gagnées, étaient jouées d'avance? Tout à fait, tout à fait. Avec ce régime-là, si ça aurait été avec Hassan II, ça aurait été différemment. Hassan II, euh, il était toujours prêt pour, Stratège. comment dirais-je, il, est- il était toujours éveillé et il avait l'œil à ce que les troupes devaient être toujours préparées, etc. Mais avec ce roi-là, il a tout laissé tomber. Il a cru qu'avec la corruption, il pourrait tout acheter. Et donc, du coup, il a délaissé l'armée, il a délaissé son entraînement, sa formation continue. Euh, et donc, vous avez raison de le dire, l'armée ne s'est pas préparée pour une deuxième guerre. Donc, du coup, cette deuxième guerre, elle arrive avec une armée marocaine mal préparée, mal déployée. Les ressources de feu que nous avons, ils sont mal distribués sur les 2700 kilomètres. J'ai beaucoup de peine et beaucoup d'amertume à dire que même en temps de guerre, on fait, euh, on fait des faveurs à des gens qu'on connaît, c'est-à-dire des généraux, des colonels-majors qu'on connaît. On va leur donner plus de moyens qu'un colonel-major ou un général qu'on ne connaît pas.
C'est malheureux de le dire, c'est malheureux de le constater, mais ça se passe de la sorte. Donc, quelqu'un qui a des sources dans le palais ou qui a des attachements avec ce roitelet, eh ben, il va avoir plus d'équipements pour se protéger et protéger ses troupes, alors qu'un autre général sur une autre division, il ne va pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir se défendre. Et ça n'a rien à voir avec un État. On ne peut pas dire que le Maroc est un État qui respecte sa population, est un État qui respecte ses militaires, parce que le clientélisme, il doit s'arrêter au niveau des portes de l'armée. On ne peut pas faire valoir ce genre de clientélisme, comme j'ai dit, ou ce genre de favoritisme au sein de l'armée. Et malheureusement, c'est le cas. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de problèmes à déployer l'armée, à déployer les militaires. Ils dormaient dans les rues, ils n'avaient même pas de quoi se couvrir. J'allais y venir. L'acheminement de la bouffe. J'allais y venir. Vous décrivez un peu la situation des soldats marocains dans cette guerre qui passent des nuits, la nuit sur les routes et dans des moyens de transport, sans nourriture, sans couverture. C'est un peu, difficile à croire ce que vous décrivez. L'armée marocaine, d'ailleurs, craint selon vous de ne plus maîtriser la situation. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que c'est le cas après 2 mois, hein, 2 mois de combat contre l'armée sahraoui? Alors aujourd'hui, il y a un retour de situation parce que cela, je l'avais dit quelques jours après le 13 novembre. Donc effectivement, il y avait une pagaille dans la gestion de cette affaire. Aujourd'hui, l'armée marocaine, elle a pu se réorganiser pêle-mêle, pêle-mêle, et donc à pouvoir redistribuer les armements, redistribuer les munitions. Les militaires, ils sont déjà déployés soit sur le mur, soit dans les bases arrière proches au mur. Aujourd'hui, la situation elle est un peu différente de ce que j'avais dit au mois de novembre. N'empêche que même si les militaires aujourd'hui sont déployés, même s'ils ont souffert pour pouvoir être déployés à leurs propres frais, même si les munitions n'étaient pas là et l'armement n'était pas là au moment opportun, même aujourd'hui, on est au mois de janvier 2021, mais même aujourd'hui, la répartition de l'armement, elle n'est pas équitable sur tout le mur. Elle ne satisfait pas et ne répond pas aux besoins d'une guerre contre des guerriers roses. Elle ne répond pas à la qualité de vie des militaires sur le mur vu le nombre, parce qu'ils ont le nombre, il a augmenté dans les points d'appui ou les sonnettes ou les sous-sonnettes, ce sont les noms militaires qu'on donne aux points sur le mur. Donc il y a des points d'appui, et entre un point d'appui et un point d'appui, il y a une sonnette, et entre la sonnette et le point d'appui, il y a une sous-sonnette. Donc il y a des militaires qui font le guet, l'aller-retour entre ces points. Bon, ça c'est des trucs militaires, mais aujourd'hui, il y a eu un déploiement de beaucoup plus de militaires dans ces mêmes points, alors qu'il n'y a pas de lit pour les héberger, il n'y a pas de chambre ou tchaboula, ce qu'on appelle en termes sahraoui sur place, les tchaboulas. Il n'y en a pas. Donc, il faut qu'ils creusent de nouvelles, ces sortes de dortoirs, mais souterrains, pour faire cacher les militaires. Alors, Monsieur Adib, vous avez aussi parlé de désertion dans les rangs des soldats, voire des cas de refus d'obtempérer au sein des casernes, à la fois dans les territoires occupés et aussi au Maroc. Le Maroc qui a toujours présenté sa thèse sur le Sahara occidental comme un socle de son unité nationale. Est-ce que l'armée royale adhère à cette thèse de socle de l'unité nationale marocaine? C'est une très bonne question à laquelle personne n'y pense et personne n'a jamais répondu, parce que l'armée marocaine, elle est divisée en deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont dans l'armée pour des raisons financières, matérielles, sociétales, pour juste avoir un boulot. Et puis il y a ceux qui manipulent ces gens-là. L'armée marocaine, elle est constituée de ces deux franges, de ces deux classes, si on veut dire. Donc ceux qui rejoignent l'armée
juste par nécessité, parce qu'ils ont besoin d'un travail et tout, ceux-là, ils s'en foutent de qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils font pas. Ils font confiance à ce qu'ils appellent le commandeur des croyants, ils font confiance à tout ce qu'on leur a inculqué depuis leur berceau jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux-là ne s'intéressent pas à ça. Les autres qui gèrent ou qui manipulent, et j'insinue ici les généraux et le roi et l'entourage du roi, ceux-là, ils savent bien de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils font. La marocanité du Sahara, personne, enfin, la majorité, pour ne pas dire personne, la majorité n'ont jamais cherché à vérifier les thèses du régime sur la marocanité du Sahara. La majorité, ils utilisent les idées qu'on leur a inculquées pour étudier la marocanité du Sahara. Se détacher des idées qu'on leur a inculquées, sortir de cela et de pouvoir avoir un esprit critique pour pouvoir savoir si effectivement le Sahara est marocain ou il n'est pas marocain, rares sont ceux qui ont ces capacités-là à le faire, et encore moins dans les classes moyennes ou pauvres, aussi bien dans l'armée que dans le civil. Selon des spécialistes de la question, Rabat a mis en place un dispositif complet pour mener une véritable guerre de l'information. Et en investissant les réseaux sociaux avec des contenus de plusieurs pages et sites spécialisés dans la question communément appelée au Maroc les territoires du Sud. Ce que recherche aujourd'hui le Maroc, c'est qu'à chaque fois qu'on effectue des recherches sur le royaume chérifien, on tombe sur ces pages qui parleraient de croissance, de développement et de stabilité dont jouirait la population au Sahara occidental. Est-ce que c'est une pratique connue au Maroc ? Oui, vous avez raison, oui, il y a une guerre de l'information, ou plutôt une guerre de désinformation, parce que pour ce régime dictatorial, il faut le dire, installé au Maroc, qui n'est pas transparent avec le peuple marocain, la désinformation est le pilier de la politique de propagande que déploie ce régime dans sa guerre illégitime et illégale et inhumaine envers le peuple sahraoui. Comme vous le savez, comme toute propagande, elle vise à remonter le moral des troupes, déjà démoralisées, mais aussi à garder une population, c'est-à-dire le peuple marocain, uni autour de l'unificateur du royaume qu'est le roi du Maroc. Donc tout cela rentre dans une sorte de jeu où il va falloir désinformer la population pour que ce régime-là puisse perdurer, puisse espérer gagner des guerres ou au moins dissimuler ses pertes et se maintenir en vie le plus longtemps possible. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de sites, il y a eu beaucoup de pages créées qui désinforment le peuple marocain. Il y a une sorte d'omerta sur l'information. Même les militaires des autres bases, les militaires entre eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Par exemple, s'il y a eu des décès ou des blessés, des pertes humaines ou en matériel dans une base ou dans une caserne ou dans un point d'appui ou dans une sonnette, parce que c'est comme ça comme on appelle les points d'attache sur le mur de la honte. Point d'appui, sonnette et sous-sonnette. Donc, s'il y a eu des pertes quelque part, eh ben, les militaires n'en savent rien d'autre part. Ça, c'est propre au régime de Mohamed VI, parce que au moins, à l'époque de Hassan II, les militaires, ils savaient qu'est-ce qui se passait dans les autres points d'appui ou dans les autres bases, et ça permettait au moins que la politique de défense, je parle en termes militaires, puisse être cohérente et puisse tenir le coup. Aujourd'hui, il n'en est rien. Les officiers ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans les bases à côté. Tout le monde est dans une sorte d'obscurité. Ils ne savent pas comment gérer cette crise amplifiée par l'omerta et par la désinformation que mène ce régime dictatorial, comme je l'ai dit, installé au Maroc.
Certains observateurs affirment que Rabat cache cette guerre pour ne surtout pas perturber le début du processus de l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla, dans les territoires occupés, pour donner une fausse image, pour ne pas donner justement une image de guerre et donner une image de paix jusqu'à l'inauguration de ce consulat, si elle a lieu. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, ce silence-là qu'utilise le régime marocain, il va perdurer au-delà de la présumée ouverture d'une représentation diplomatique américaine au Sahara occidental occupé. Cette politique, elle fait réellement partie des politiques de défense marocaine. Et comme je l'ai dit, c'est un axe primordial pour remonter le moral des troupes. De toute façon, on a vu que les Américains n'ont pas ouvert de consulat comme ça a été promis et claironné un peu partout dans la presse du régime. Les Américains, ils ont été en zone sud et en une forme de visite, de touristes, pas pour l'ouverture d'une représentation diplomatique. Et on a pu avoir des informations que les Américains ont trouvé un prétexte pour ne pas ouvrir de consulat, même virtuel soit-il, hein, parce qu'il faut pas l'oublier que les Américains, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir une représentation diplomatique virtuelle, c'est-à-dire via Internet ou la relation client-consulat, certainement elle va être en ligne et pas une relation humaine. Mais en tout cas, les Américains, ils ont trouvé un prétexte pour dire que l'installation ne leur a pas plu et qu'ils allaient chercher un autre établissement mieux que celui que les Marocains leur ont proposé. Et là, il y a eu une confirmation que beaucoup de gens n'ont pas vu passer, c'est que c'est les Marocains qui offrent les établissements. C'est-à-dire c'est le régime marocain qui offre les locaux des consulats pour les pays qui veulent ouvrir des consulats dans le Sahara occupé. C'est une première parce que généralement, c'est les pays étrangers qui choisissent leur villa ou leurs appartements pour y installer leur consulat. Et donc, c'est eux qui payent les frais, c'est eux qui payent les rénovations et tous les travaux d'infrastructure que requiert ce genre d'établissement. Mais là, c'est tout à fait l'inverse. C'est le Maroc qui prépare les consulats. Il les octroie aux pays qui veulent ouvrir des représentations diplomatiques sur un territoire occupé. Donc ça a été encore une fois confirmé par cela, parce que les Américains n'ont pas aimé la localité que les Marocains leur ont proposée. Et donc l'ambassade des États-Unis à Rabat a tweeté, a fait une publication disons qu'il n'y a pas eu d'ouverture de consulat parce que les Américains préfèrent chercher un lieu beaucoup plus sûr et beaucoup plus convenable pour eux. Donc, du coup, moi, je pense que cette omerta sur la guerre et ce silence que le Maroc applique sur sa défaite sur le mur, elle ira même au-delà du jour où il y aurait l'ouverture d'un consulat américain au Sahara occidental. Sachant que cette déclaration du président sortant Trump, elle va être indéniablement et certainement réfutée et annulée par l'administration Biden. Il y a eu plein d'écrits, plein d'analyses, plein de sénateurs aussi bien républicains que démocrates qui ont dit que c'était une erreur de Trump. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule erreur. Dans ces derniers jours qui lui restent à la Maison-Blanche, il est en train de faire couler le navire, de laisser des problèmes à l'administration Biden.
non seulement la déclaration un peu idiote qu'il a fait en offrant ce qui ne lui appartient pas, le Sahara ne lui appartient pas, et c'est une question qui est gérée par les Nations Unies. Donc non seulement il a offert le Sahara occidental au dictateur marocain, parce qu'il ne l'a pas offert au Maroc, il ne l'a pas offert aux Marocains. Les Marocains n'ont même pas leur Maroc. Comment ils vont avoir un autre territoire qui ne leur appartient pas? Donc Trump, il a fait cela pour le roi du Maroc, en échange de cette normalisation avec l'État d'Israël. Et il n'a pas fait que ça, il a aussi désigné Cuba comme étant un État terroriste. Il a aussi, comme un État qui soutient plutôt le terrorisme, il a désigné les Houthis du Yémen comme étant des terroristes. Il a chamboulé des années et des années de travail diplomatique et les avancées réalisées entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, il les a chamboulées. Donc, du coup, il a laissé une vraie pagaille diplomatique à l'administration Biden. Et le Sahara en est une. Alors justement, les Marocains auraient été fortement perturbés par ce troc de la cause palestinienne contre la reconnaissance unilatérale de Washington de la prétendue marocanité sur le Sahara occidental. On a vu que des manifestations rejetant justement ce deal de Trump ont vite été brimées par les forces de l'ordre. Est-ce que l'opinion nationale marocaine peut peser et peut changer surtout la donne aujourd'hui? Oui, madame, malheureusement, il n'y a plus d'opinion publique au Maroc. Elle a été détruite. Tout simplement, il n'y a plus d'opinion publique. Aujourd'hui, le Marocain, c'est malheureux, je le dis avec beaucoup d'amertume, le Marocain aujourd'hui, il est un peu schizophrène, il est un peu hypocrite, il peut vous dire la chose et s'en opposer en même temps, parce que le régime, à cause de la torture, à cause de l'absence de justice, à cause des mauvais traitements que ce régime lui réserve à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, ont fait que le Marocain, il ne dit plus ce qu'il pense et il peut dire la chose et s'en opposer juste pour plaire au régime. Donc l'opinion publique, il n'y en a pas. On a vu que quand il y a eu la déclaration de Trump, eh ben, pour les Marocains, hein, je dis les Marocains, ces Marocains sont le fruit du régime. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a un régime qui est comme ci. Donc, il y a une relation de causalité entre l'État que vivent les Marocains, leur nature, et entre la nature du régime. Donc, ceux-là, ils sont à cause de ce régime-là. On a vu, le roi, c'est le président du comité Al-Quds. On a vu des imams au Maroc prêcher, dire un peu tout et n'importe quoi, non seulement contre l'État d'Israël, mais des fois contre les Juifs et les chrétiens. Donc c'était une question normale au Maroc que les Marocains parlent ainsi et parlent en faveur des Palestiniens et en défaveur de l'État d'Israël, de la création d'un État d'Israël ou de son expansion. Et puis soudain, d'un jour au lendemain, le roi décide de changer de cap, 180 degrés. Et donc, il veut renouer avec l'État d'Israël, alors que les imams de ce même roi qui disaient à ses croyants, parce qu'il est commandeur des croyants, donc ces imams au roi, les imams du roi, disent aux croyants du roi qu'il n'y aura jamais de normalisation. Alors j'ai une petite réserve sur le mot normalisation, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais ces mêmes imams qui étaient contre cette normalisation, d'un jour au lendemain, ils sont montés au créneau pour dire que oui, on peut normaliser avec l'État d'Israël parce qu'on a des juifs marocains en Israël, comme si on n'avait pas avant des juifs marocains en Israël, et comme si on n'avait pas des juifs au Maroc, et comme si on vient de découvrir tout ça grâce à la déclaration de Trump. Donc l'opinion publique, elle n'existe pas, elle a été détruite. Et quand le roi il a décidé tout seul de normaliser avec l'État d'Israël sans recourir à un référendum ou à demander au peuple marocain son avis,
On a vu qu'il y a eu uniquement 2 personnes qui sont parties manifester contre. Il y a eu Sion Assidan, c'est un Marocain, un juif marocain de gauche. C'est un militant des droits de l'homme. Et il y a eu un bâtonnier marocain qui s'appelle Ben Amar. Donc ce sont les 2 personnes qui sont sorties dans la rue pour dire non, on ne veut pas normaliser avec l'État d'Israël. Il n'y a pas eu d'islamistes du roi, il n'y a pas eu de musulmans, il n'y a pas eu Al-Adl ou Al-Ihsan, justice et bienfaisance, il n'y a pas eu le parti, le PJD, le parti justice et développement. Voilà, justice et développement, oui, l'Adala ou Tanmiya. Il n'y en a pas. D'ailleurs, ce parti-là, c'est le fruit du régime. Ce parti, le PJD, il est fait par le régime. Donc il ne bouge que dans le sens du vent du régime. C'est-à-dire, quand la girouette elle est vers l'est, ces islamistes ils vont se diriger vers l'est. Quand elle est vers l'ouest, ils vont se diriger vers l'ouest. Ce sont le fruit et le produit de ce même régime. Donc du coup, ils n'ont pas eu le feu vert pour sortir dans les rues, donc ils ne sont pas sortis. Il n'y a eu que 2 personnes. Sur 40 millions de Marocains, il y a eu 2 personnes. Alors effectivement, après, on a vu ça s'est passé en 3 temps. Donc en premier temps, il y a eu ces 2 manifestants qui sont sortis. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu les manifestations qu'on a vues un peu populaires, mais ça, c'est une manifestation commandée par le régime. Donc il y a eu les islamistes, il y a eu du PJD, donc il y a eu aussi Justice et Bienfaisance, et puis quelques mouvements de gauche qui sont sortis dans les rues pour dire qu'ils étaient en défaveur et en désaccord avec la décision du roi de normaliser avec l'État d'Israël et que la marocanité du Sahara soit en échange de la cause palestinienne. Alors, comme je disais, ça c'était commandé. Et le régime marocain, il fait toujours une pierre deux coups. Du coup, ces gens-là, quand ils sont sortis, il les a laissés sortir pour faire... parce que la cocotte minute elle est trop chargée en pression. Donc c'est une issue un petit peu pour faire réduire la pression populaire, la colère populaire. C'est une manière aussi de la contrôler, de contrôler la colère populaire, de la drainer, de la maîtriser. Et le deuxième coup pour ces manifestations qui dénoncent la décision unilatérale du roi du Maroc, le deuxième coup, c'est effectivement de démontrer aux pays occidentaux, notamment aux États-Unis, la France, l'Angleterre et puis les autres pays, que le roi du Maroc est là une population un peu radicale, un peu contre l'État d'Israël, contre les États-Unis, très islamiste, voire terroristes et extrémistes. Et donc, du coup, il faut soutenir le régime installé au Maroc pour pouvoir maintenir l'ordre et pour pouvoir faire face à ces islamistes qui sont contre des décisions prises par les États-Unis d'Amérique ou par les alliés d'Israël. Alors, est-ce que les Marocains vont pouvoir changer la donne? Je disais, ça s'est passé en 3 temps. Donc, le premier temps, il y a eu les 2 militants qui sont sortis dans les rues. Ensuite, il y a eu la population, les manifestations sur commande qu'on a vues dans les rues. Et puis, il y a eu la 3e vague, celle qui a résulté des inondations qu'a connu surtout la ville de Casablanca. Et donc, la colère populaire, elle est de sorte que les gens commencent à se rendre compte de plus en plus de la faillite de ce régime installé au Maroc et de son incapacité à gérer les affaires du pays. Et donc, tout se présente dans les rues pêle-mêle. Question du Sahara occidental, question de normalisation, question de l'omerta sur les défaites et la perte que connaît l'armée marocaine sur le mur à cause de ce régime marocain. Et je pense que le Maroc et les Marocains se dirigent vers un point de colère, de sorte qu'il y aurait vraisemblablement une chute de régime très prochainement. Je ne peux pas savoir quand, mais la colère, elle est de telle à laisser prévoir cette opportunité ou cette éventualité.
Mustapha Edib, je rappelle que vous êtes ancien officier de l'armée de l'air marocaine et activiste politique au sein du collectif contre la dictature au Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Oui, merci, merci à vous aussi et au peuple algérien pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Canal Algérie. Bonsoir.